Bonjour, bienvenue dans Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. On entend souvent dire que derrière un grand homme se cache une grande femme, mais on oublie de rajouter que derrière de grandes femmes se cachent également de grands hommes qui n'ont pas peur de s'engager pour que les droits des femmes soient respectés. Car le combat pour les droits des femmes ne saurait être gagné sans l'apport des hommes. Notre invité du jour s'appelle Simon Woro, il est originaire du Togo. Deux fois élu en 2014 puis récemment en 2020, il est le maire de la commune de Juliette-Suvio dans l'Aveyron et vice-président de la communauté des communes. Alors je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas que l'Aveyron se trouve dans le sud-ouest de la France. Rien ne le prédisposait vraiment à ce destin puisque à l'âge de 12 ans, il était rentré au séminaire pour devenir prêtre. Il en est sorti parce que la structure avait fermé. À 22 ans, il a réussi son concours pour entrer dans l'armée togolaise, puis il a été envoyé en France à l'école des sous-officiers de l'armée de l'air. Ensuite, il est parti travailler 2 ans en Allemagne, puis en 2003, il décide d'aménager dans le village qui est le village natal de sa femme, qui est Saint-Juliette-Suvior, pour pouvoir s'y installer. En 2008, il a été sollicité par la liste d'opposition pour participer à la campagne électorale où il a été élu. Puis en 2014, il a monté sa propre liste où il a été élu maire et vice-président de la communauté des communes, donc élu en 2014 et en 2020. Simon Woro, bonjour et bienvenue sur le plateau de Hommes et Pouvoir. Bonjour. Alors, est-ce que j'ai bien résumé votre parcours qui est très atypique? Oui, c'est tout à fait ça, du séminaire à l'armée, donc c'est vraiment très atypique, oui. Et aujourd'hui, maire apprécié de toute sa commune. Oui, j'ai été élu en 2014 à 62% et en 2020 à 87%. Donc c'est quand même un grand pas. Ah, énorme. Mhm. En plus, quand on connaît le contexte politique français, c'est vraiment un très, très bon score. C'est ça. Quelle est la première image qui vous vient en tête quand je vous dis femme et pouvoir? Femme et pouvoir, j'avais beaucoup aimé la première ministre anglaise. Moi, je pense que c'était Margaret Thatcher, je crois, qu'elle s'appelait, c'est Oui, ça? Une c'est femme ça. à l'époque, en plus, dans un milieu d'hommes, purement d'hommes, avec un caractère, une envie de réussir et de s'égaler aux hommes. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Très bien. Alors, que signifie pour vous le mot pouvoir, puisque vous êtes un homme de pouvoir? Déjà, en tout cas pour moi personnellement, le mot pouvoir, c'est un engagement, c'est rendre service, s'engager au bénéfice d'une communauté qu'on gère. Voilà, le pouvoir, c'est ça. Le pouvoir, voilà, c'est de se rendre disponible aussi et de faire des choses que les gens attendent et tout en devinant des aspirations de sa population. C'est ça. Et comment se traduit pour vous cet engagement, cette disponibilité pour les gens, pour votre communauté sur le plan personnel et professionnel? Et personnel, c'est du temps que je passe comme aujourd'hui dans mon boulot professionnel. Donc, je commence à 5 heures et je finis vers 13h30 et j'enchaîne jusqu'à 18h, 18h30, donc à ma mairie, avant d'aller enchaîner ma journée de papa à la maison. Donc, c'est du temps qu'on donne aux autres. C'est comme une journée de femme, en fait. C'est un peu ça, c'est un peu ça. On compte pour nous, les jeunes, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'élus qui ont des enfants grands, mais nous autres, qu'on est jeunes avec des enfants, tout jeunes enfants, puisque je rappelle que j'ai une fille de 20 ans et un garçon de 13 ans, donc je m'occupe aussi donc de ma famille. Donc ça fait et le professionnel et la mairie et la maison. Très bien. Est-ce que vous avez noté une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Oui, Alors, par exemple, quel est le pourcentage de femmes que vous avez parmi vos adjoints? c'est vrai que j'en ai que 4.
4 sur 15, il n'y en a pas beaucoup. Parce Il y a un qu'effectivement, travail à faire là, Monsieur Roy. je sais bien, mais c'est pas faute de ne pas aller les chercher. C'est vrai que ce que vous dites est vrai. Les femmes sont plus, à mon entendement, donc, à la tâche à la maison. Et quand je suis allé les chercher, c'est ce qu'elles m'ont dit, c'est que elles n'auront pas le temps de tout faire. Ah bah, dis donc, il faudrait qu'on les sensibilise vraiment à faire ça. Oui, bon après, c'est vrai qu'elle s'occupe énormément des enfants, contrairement à nous. Donc, plus le temps qu'on m'a donné, et donc en tant qu'élu, ça fait beaucoup. On peut le comprendre, ouais. Alors, on entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que c'est le même cas pour les hommes? Mais si je vous entends, peut-être pas forcément, mais qu'en pensez-vous? Forcément, il y a un sacrifice quelque part, hein, à moins qu'on vit seul. Dans ce cas, bon, on se sacrifie soi-même. Là, pour mon cas, c'est on sacrifie la famille et une partie de son temps de repos. Voilà, on sacrifie forcément une partie de soi. De votre point de vue, quelle stratégie les femmes elles pourraient mettre en place pour accéder aux espaces de décision? Par exemple, tout à l'heure, vous disiez que vous, quand vous les sollicitez, elles avaient de bons arguments pour refuser les propositions, mais qu'est-ce qu'elles pourraient faire pour accéder à ça et comment est-ce que vous pourriez peut-être les aider, en fait? Je pense qu'elles doivent faire confiance aux hommes un peu. Parce qu'il leur semble que les hommes ne peuvent pas s'occuper de la maison comme elles, je crois. Et on voit bien les femmes politiques qui ont réussi, c'est que quelque part, elles ont dû faire confiance à leurs conjoints. Je parle de chez nous ici, Simbet Ndiaye, qui était au gouvernement encore jusqu'il n'y a pas très longtemps. C'est elle qui était donc presque au pouvoir et son mari, Boris, je crois qu'il s'appelle, qui gardait les enfants. J'ai encore en tête d'autres femmes comme ça, Nadia Vallaud-Belkacem, je pense, qui était ministre donc de l'Éducation nationale donc avant sous le mandat de Hollande, qui était au pouvoir et c'est son mari qui gardait les enfants. Je pense que les femmes doivent faire un peu confiance aux hommes et se dire qu'elles ont aussi leur place dans les milieux décisionnels. Et comment les organisations pourraient les y aider? Les organisations extérieures à la famille, vous voulez dire, hein? Oui, tout à fait. C'est que ça commence à venir aujourd'hui où on voit il y a une loi qui est en préparation en France ou qui a été même votée, où on accorde les jours de paternité aux parents et aux pères plutôt et de profiter autant que les femmes à la naissance. C'est voilà, c'est sur des décisions comme ça où il faut faciliter aussi les congés parentaux aux hommes et que ce soit pas que la femme qui soit la seule personne à y avoir droit et que ce soit partagé dans ce cas, elle sera obligée de repartir travailler pendant que son homme garderait le petit nouveau et petit à petit, je pense que ça influera sur les mentalités. Très bien. Quelle est la réflexion, le propos le plus sexiste que vous ayez entendu et comment est-ce que vous avez réagi? Tu conduis comme une femme. Oui, ça vraiment, c'est pas gentil du tout, ça. Et comment vous Je avez sais pas. réagi? Je sais pas d'où que ça. Bon, ça fait rire, hein, bien sûr. C'est vrai que c'est vrai, c'est pas vrai. Moi, je conduis très mal, mais on m'a jamais dit ça. Mais il est vrai que des fois, la mienne elle panique un peu quand même quand elle est au volant. Donc voilà, je sais pas d'où que ça vient, mais bon, voilà, c'est des choses qui se disent, hein. Très bien. Bah, sur ces propos, on va marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour avec Simon Woro, où nous parlions de la place de la femme dans la société, plus particulièrement dans les instances de décision,
Et surtout, comment est-ce qu'elle pourrait faire pour que la situation elle change, qu'on ait plus de femmes dans les instances de décision et que les mentalités aient pu évoluer avec aussi le soutien des organisations. Simon Moreau, euh, je ne sais pas si moi je conduis comme une femme ou si je conduis comme un homme, mais vraiment cette réflexion, je ne suis pas d'accord du tout. Je vous comprends, je l'entends, je respecte. C'est vrai, je vais vous avouer, ça m'arrive aussi de le dire parce que c'est ce qui se dit, mais bon, c'est pas gentil. Voilà. Non, c'est pas gentil du tout. Je suis pas d'accord. Moi, je vais venir faire un tour à la mairie, justement. On va manifester. Ouais, non, mais je Alors, pense qu'aujourd'hui, c'est notre société qui est un peu comme ça. Voilà. Il y a des clichés, il y a des a priori, et voilà. Il faut les combattre. c'est ça. C'est de notre responsabilité de les combattre. Sinon, ça va pas changer. Tout à fait, tout à fait. Et bon, nous, on le fait quand même parce qu'aujourd'hui, voilà, au niveau responsabilité, on essaye de donner des responsabilités aux compétences. Donc, quand on va demain parler de compétences, je pense que ces clichés vont tomber parce que les femmes sont aussi compétentes que les hommes, si c'est pas plus. Tout à fait. Est-ce que, à titre de curiosité, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes, par exemple, dans votre municipalité, qui sont à des postes de responsabilité? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu la curiosité de regarder? Bien sûr, bien sûr. Bon, on les a pas, je les ai pas sollicités que pour ça. Moi, j'ai une directrice de société, une société donc d'isolation. J'ai une ancienne prof donc à la retraite qui est enseignée donc au collège. J'ai une qui travaille dans les banques et assurances qui gère sa structure d'assurance. J'ai des infirmières, des puéricultrices, et voilà. Bon, c'est des postes quand même assez, assez grands, assez gros et forts. Très bien. Pour revenir à une actualité qui obligatoirement nous a tous touchés, je voulais parler du mouvement Black Lives Matter, même si vous êtes un peu à l'abri. Mais en tant que premier maire noir de l'Aveyron et surtout de votre village, je pense que la question du racisme, de la méconnaissance, de l'ignorance même, et aussi de la méchanceté que ça peut générer, ne vous a pas forcément laissé indifférent. Qu'est-ce que ce mouvement vous a suscité et quelle a été votre réaction par rapport à ça? Je ne dois pas parler comme ça puisque nous, on n'est pas aux États-Unis et que la France, c'est pas la même configuration, mais je trouve qu'ils ont raison. On ne peut pas aujourd'hui, en 2020, un pays démocratique qui se dit le plus grand pays du monde, accepter de ces choses. C'est quand même ahurissant, je veux dire. Et pour que l'écho soit retentissant, il faut des mouvements comme ça. Et je les soutiens de loin, mais ici en France, on est épargné. Bien sûr qu'il y a du racisme. Bien sûr que tout le monde n'est pas sociable. Bien sûr qu'il y a des problèmes, mais on ne peut pas tirer sur quelqu'un parce qu'il est noir, quoi. On ne peut pas délibérément laisser faire de ces gens qui sont donc sur la primauté d'une race. C'est quand même, moi, ça me dérange. Tout à fait. Mais en France, on a aussi connu des violences policières et encore il n'y a pas très longtemps. Peut-être que dans votre commune, vous êtes préservé, mais je pense que dans les grandes villes, il y a quand même beaucoup de mouvements qui dénoncent aussi les violences policières en France. Comment est-ce que Oui, vous arrangez sur votre commune pour que peut-être cette problématique ne prenne pas de l'ampleur? bon, déjà, d'origine africaine, j'en ai que deux, même voire juste seul. Il y a beaucoup de rayonnés. Bon, j'ai pas cette problématique, mais pas très loin de chez moi, donc à Toulouse ou à Marseille, on entend parler. Mais je pense qu'il y a une certaine, nos forces de l'ordre, certaines sont infiltrées aussi par les extrêmes droites et il faut que l'État fasse le ménage. Si le ménage dans un premier temps, que la formation des policiers soit revue
parce que forcément, ceux qui sont les plus touchés, c'est des gens de faciès comme moi, parce que forcément, ils se disent que c'est eux qui peuvent être des immigrés. Vous voyez ce que je veux dire? Encore, Oui, bien sûr. ce qui manque à la France, c'est d'accepter que on peut être noir et français. Quand bien même que ce soit le cas aux États-Unis, ça n'empêche pas tout de même d'avoir de ces dérives. Mais je pense qu'il faut une formation aux forces de l'ordre, aux policiers, aux gendarmes sur ce que c'est le genre humain, pas que sur le faciès en fait. Qu'est-ce que la communauté noire pourrait faire pour imposer un nouveau rapport de force? On peut que s'organiser, c'est ce que moi j'ai créé depuis quelques jours, où on a beaucoup d'élus d'origine antillaise, africaine ou d'ailleurs. On se met, donc on vient de créer une association d'élus que j'appelle les intégrés de la République, et on va commencer à travailler sur des thématiques et faire des propositions. C'est au cœur du système qu'on peut arriver à changer quelque chose. C'est pas en étant à l'extérieur. Donc, c'est un mouvement qu'on vient de mettre en place, que je relaye donc sur vos antennes. On peut même communiquer mon numéro. Toute personne qui est dans un conseil municipal, maire ou pas, adjoint ou pas, qui voudrait nous rejoindre pour qu'on crée ce mouvement, qu'on travaille, qu'on pèse sur des décisions. Et voilà, je pense qu'on va y arriver. Et ça peut même nous aider à aider nos pays africains où on peut peser sur des décisions internationales pour que les mandats à plus de deux en Afrique, ceux qui y sont depuis 5 générations, tout ça, qu'on puisse à un moment dire que ça suffit. Voilà, mais ça viendra que politiquement, pas autrement. Très bien. Moi, je pourrais déjà vous mettre en contact avec l'Association des élus béninois de France, qui regroupe essentiellement les maires et les responsables Ah, mais ça, c'est une bonne nouvelle, des ouais. politiques municipales. Très Hmm. bien. Quelle est votre citation préférée? Connais-toi toi-même de Socrate. Très Parce bien. que les gens, on montre trop une image négative de l'Afrique, ou pour quelqu'un lambda qui est pas cultivé ou cultivé ou pas, euh, on n'est pas intelligent, on meurt de faim. Et connais-toi toi-même, c'est de ne pas en faire cas et de les surprendre intellectuellement. C'est ce que Socrate faisait, et c'est mon père qui me le répétait, qui me le disait quand on était gosse, et c'est ce que j'applique, et je pense que c'est une très bonne citation. Oui, ça vous a très bien réussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? Je voudrais être plus que Barack Obama parce que il nous avait donné d'espoir. Malheureusement, il n'est pas allé jusqu'au bout. Je pense qu'il avait quelque chose à apporter aux pays sous-développés, et bon, c'est la politique américaine. Il a essayé, je pense, mais il n'est pas arrivé. Mais moi, je voudrais être Barack Obama plus et aller plus loin que ça. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, en tout cas quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la masculinité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté et pourquoi? J'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé mon trophée que j'ai reçu au Togo, donc au mois de novembre. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, hein. C'est la réussite Non, de la diaspora. C'est fait dans du bois d'ébène. Et ébène, qui est un bois qu'on voit partout en Afrique, qui est du bois réputé. Et ça symbolise pour moi qui suis un petit militaire parti du Togo, qui est revenu quelques années plus tard pour être honoré par mon pays natal. Je pense que c'est un petit pouvoir sur moi-même et puis sur mon parcours. Voilà. Je ne sais pas si ça symbolise la masculinité, mais en tout cas, ça me ressemble. Le bois ébène, c'est solide. c'est solide en effet.
Merci beaucoup. Imaginons qu'un petit garçon, après avoir vu cette entrevue, déclare quand je serai grand, je voudrais être Simon Woro. Que lui diriez-vous? Vas-y, mon garçon, ose. Moi, j'ai osé pour arriver là où je suis arrivé parce que ce que peut-être vous voyez pas au Canada, c'est qu'on est dans une commune rurale avec des agriculteurs. Il n'y a rien qui me prédestinait à ça parce que c'est une commune assez russe, et terroir, des gens qui sont nés ici. Et moi, d'arriver de nulle part presque ou du Togo pour oser me présenter, de dire je suis capable de vous apporter quelque chose, je dirais au petit garçon, la vie est faite de surprises et pour arriver à ce que tu veux, il faut oser dans ta vie. Ose. C'est pas grave si ça marche pas. Parfait. Notre entrevue touche déjà à sa fin. Simon Woro, vous êtes un homme de pouvoir. Pour conclure, en un mot, est-ce que vous pourrez nous dire quel est votre super pouvoir? L'anticipation. Parfait. Ça sera vraiment le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup pour Merci à ces vous. bons moments. Merci pour ce partage Merci et je beaucoup. vous dis donc à très bientôt. C'était Hommes et pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, mais bien évidemment sur notre chaîne sur YouTube et sur femmesetpouvoir.tv. Je vous dis à très bientôt. Merci.